Salut les penseurs libres, aujourd'hui on s'attaque à l'action Alibaba Group. Cette fois-ci, l'analyse que je vais vous présenter ne s'adresse pas aux détenteurs d'un PER ou d'un PEA, mais d'un compte titre. Moi, en l'occurrence, j'ai ouvert un compte chez Interactive Brokers, qui est le broker de référence pour l'achat d'actions étrangères. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur un CTO, vous pouvez vous rattraper en allant sur le lien de parrainage que je vous ai mis en description. Si l'inscription vous rebute, vous pouvez suivre la vidéo complète d'Axel sur la chaîne Investir avec Interactive Brokers qui vous guidera à chaque étape de votre inscription. Si vous souhaitez rester tranquille pépère sur votre PER, alors je vous invite à regarder mon ancienne vidéo The Home Depot pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. On avait acheté cette action le 19 mai 2023 à un prix moyen de 293 $ et elle s'échange à 310 $ à l'heure où je tourne cette vidéo, soit une augmentation de 6%. Donc vous avez encore largement le temps d'acheter ce titre tant que vous ne dépassez pas le prix juste que j'ai fixé à 358 $, soit 328 € sur votre PER. Sur ce, fermons la parenthèse et attaquons-nous à présent au mastodonte chinois Alibaba Group. Une action dont on va s'intéresser sur le moyen terme, c'est-à-dire quelques mois à 3 ans maximum, mais également sur le long terme. Je vous expliquerai plus loin dans la vidéo pourquoi je suis ces deux stratégies en parallèle pour cette même action. Alors Alibaba, c'est quoi? Alibaba est un conglomérat chinois spécialisé dans le e-commerce et principalement implanté en Asie. Son fondateur, Jack Ma, aujourd'hui multimilliardaire, compte parmi les personnes les plus riches de la planète. Tout commence à la fin des années 90 alors que Jack Ma exerce en tant que professeur d'anglais chinois. Au cours d'un voyage aux États-Unis où il sert d'interprète, il découvre Internet, qui n'en est alors qu'à ses prémices. Comme d'autres visionnaires de son époque, Jack Ma pressent le potentiel de ce nouvel outil et décide de l'importer en Chine. En 1999, à l'aide de plusieurs amis, il met au point Alibaba dans un petit appartement de la ville de Hangzhou. Chacun met la main à la poche et Alibaba atteint une capitalisation de 60 000 $. En l'espace de 2 ans seulement, le chiffre d'affaires de la société atteint plus de 800 000 $. Les investisseurs se bousculent à la porte d'Alibaba qui prend rapidement du galon. Mais en 2003, quand eBay tente de s'introduire sur le marché chinois en entrant au capital du site d'enchères en ligne, Alibaba sait que s'il ne réagit pas, son concurrent finira par marcher sur ses plates-bandes. Il décide alors de riposter en se lançant sur le créneau d'eBay avec Taobao, une plateforme de e-commerce destinée aux particuliers. Grâce à un marketing bien rodé, celle-ci devient en quelques années seulement la coqueluche de millions de Chinois. Par la suite, Alibaba sera comparé à tort et à raison à Amazon. D'une part, à raison car ils ont tous les deux une place de leader à l'échelle nationale dans le monde du e-commerce, mais d'autre part à tort car Alibaba a donné naissance à Alibaba Group qui lui englobe à présent l'équivalent d'Amazon, d'eBay, de PayPal, de Google avec ses services cloud, Maps, YouTube, Gmail ou encore FedEx ou Uber Eats. Donc c'est vous dire le truc de malade. Par ailleurs, Alibaba Group représente 2 sociétés GAFA à lui tout seul, ce qui l'inclut naturellement dans ce que l'on appelle les BATX, pour Baidu, Alibaba Group, Tencent et Xiaomi, les grands concurrents chinois des GAFA. Je vous présente une entreprise en or, et pourtant je vendrai 80% de mes investissements sur Alibaba Group à la prochaine crise. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut que nous abordions la politique du Parti communiste chinois sur sa propre économie, à savoir une politique schizophrène, sur le plan dissociatif je veux dire. La Chine est totalement dépendante des BATX comme le sont les États-Unis vis-à-vis des GAFAM, car elles constituent une place importante dans le pouvoir de l'État. Ces entreprises sont sanctionnées par des petites amendes pour contenter le peuple, mais elles ne peuvent être éradiquées car l'État se tirerait lui-même une balle dans le pied. Et c'est ce qu'a fait le Parti communiste chinois en suspendant l'introduction en bourse de Ant Group, une filiale d'Alibaba Group. En résumé, on a des BATX qui suivent le rêve américain et un parti communiste chinois qui suit une idéologie marxiste-léniniste. Alors comment ces leaders ont su s'imposer en Chine sans inquiéter le parti communiste depuis tout ce temps? Eh bien je pense que ces leaders chinois ont réussi à s'imposer en Chine en promulguant des règles confucéennes qui respectent la tradition chinoise. Pour rappel, le confucianisme est une morale préconisant la loyauté, la piété familiale via notamment un fort culte des ancêtres et de la justice. Elle est généralement perçue en Chine comme un modèle de vertu et guide donc les manières,
les mœurs des individus et le rôle de l'État selon un ordre hiérarchique, selon eux harmonieux et équitable. Donc on a affaire à des entreprises chinoises qui prônent la hiérarchie et en même temps l'entraide, et qui s'immiscent dans la vie de leurs employés dans des étapes importantes de leur vie. D'ailleurs, tous les ans, le nouveau PDG d'Alibaba, Daniel Zhang, accompagné de son prédécesseur Jack Ma, donne sa bénédiction pour le mariage des employés. Oui, vous avez bien entendu, sa bénédiction lors de la fête du groupe qu'on appelle le Ali Day. Donc c'est une initiation parmi tant d'autres qui contribue à amplifier l'implication des employés dans leur entreprise afin de les rendre plus productifs. Les États-Unis font quasiment la même chose pour booster leur économie. C'est pourquoi le business model de la Chine sur ce point est identique à celui des États-Unis. En conclusion, je dirais que la Chine n'a selon moi aucune raison de faire peur aux investisseurs. Ce qui est inquiétant, selon moi, ce sont les investisseurs eux-mêmes. Il faut bien comprendre que si Alibaba s'effondre, c'est une partie du régime communiste qui s'effondre avec, au même titre que les GAFAM. Alors, vous allez me dire, oui, mais voilà, il y a l'intelligence artificielle qui va arriver et qui va bousculer tout ça. Et du coup, tout ce qu'on croit acquis actuellement ne le sera peut-être plus demain. Ok, alors du coup, parlons-en de l'IA. Sur cette carte du monde, on peut voir les principaux concurrents dans la course à l'innovation, que sont les GAFAM et les BATX. Le terme de course à l'IA est bien choisi dans la mesure où Pékin a réduit son écart avec les États-Unis ces dernières années et entend devenir le premier centre de l'innovation d'ici 2030. Pour ce faire, la Chine a investi massivement dans la recherche via les BATX avec des projets de coopération académique. Dans ce domaine, Alibaba joue un rôle majeur puisque le groupe investit dans la recherche de l'IA dans 4 grands secteurs scientifiques, situés à Moscou, Tel Aviv, Singapour et en Californie. Les fonds de ce projet, nommé Alibaba Demo Academy, s'élèvent à 15 milliards d'euros et permettraient à la Chine d'atteindre son objectif de leader dans l'innovation des nouvelles technologies. Bien évidemment, on ne peut pas connaître l'avenir, mais ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'une entreprise qui n'investit pas dans l'IA est vouée à mourir dans les années à suivre, ce qui est loin d'être le cas pour Alibaba Group. Ce qui a provoqué une baisse brutale et profonde de la valorisation boursière d'Alibaba Group, ce n'est pas les fondamentaux de l'entreprise, mais la crise boursière chinoise. Celle-ci n'a, d'une part, aucun lien avec l'entreprise, et d'autre part, n'a jamais débouché sur une crise financière et économique mondiale, comme l'a été celle des subprimes aux États-Unis en 2008. On va donc faire une brève remontée dans le temps et parler de cette fameuse crise des subprimes pour mettre en lumière un personnage iconique en lien direct avec le sujet de notre vidéo. Alors pour comprendre cette crise des subprimes, il faut bien comprendre ce qu'est le prime lending rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt accordé aux emprunteurs jugés les plus fiables. Pour le prêteur, l'avantage est un risque minime, mais l'inconvénient est un rendement faible. À l'opposé, le crédit subprime est accordé à des emprunteurs moins fiables dont on exige une compensation à un taux plus élevé. Pour le prêteur, le risque est plus fort, mais le rendement est plus intéressant. Donc concrètement, les organismes de crédit spécialisés et les banquiers cupides vendent des contrats subprime à des clients incapables de rembourser leurs dettes en se basant sur la croissance immobilière. En gros, ils disent la chose suivante à leurs clients. Bon, clairement, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une aussi belle maison, mais vous êtes en Amérique ici, et vous avez le droit au rêve américain, comme tout le monde, n'est-ce pas? Alors ce que je vous propose, c'est de prendre un crédit chez nous, et quand votre maison aura pris une belle plus-value immobilière, vous la revendez. Ou alors, vous la gardez en renégociant votre contrat chez nous. Ça vous va? Le problème avec cette stratégie, c'est que la croissance moyenne des salaires n'augmente pas au même rythme que celle du marché immobilier. Sur base de cette croyance, c'est-à-dire que le marché immobilier résiste à toute épreuve, tout le monde se met à spéculer dessus. Les banques de dépôt, c'est-à-dire celles où les clients viennent faire un emprunt pour financer leur maison, vendent à leur insu des contrats qu'on appelle des contrats swap à des banques d'investissement. En d'autres termes, elles revendent les contrats d'emprunt de leurs clients à une autre classe de banque, celle où se trouvent les épargnes de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire toi. Toi, le client lambda qui réside en Europe ou ailleurs dans le monde, qui place son argent en gestion pilotée dans son assurance vie ou un PER, et qui est loin de s'imaginer ce que son titanus va encaisser. Bien avant l'éclatement de la bulle immobilière, certains investisseurs ont compris que ce montage financier, récupéré par les banques d'investissement, reposait sur un château de cartes. L'un d'entre eux, Michael Burry, docteur en médecine et manager de gestion alternative, décide de prendre son courage à deux mains et se présente à la banque d'investissement Goldman Sachs pour leur faire une proposition juste hors du commun. Vous voulez miser contre l'immobilier? Oui. Pourquoi?
Ces obligations chuteraient si des millions d'Américains ne payaient plus leur crédit, ce qui n'est jamais arrivé. L'investissement serait pour le moins idiot, si vous me permettez. Bon, si on se base sur la position dominante du marché, des banques et des mentalités, oui, l'investissement est idiot, mais tout le monde se trompe. Quoi? Elle est excellente. Ça reste Wall Street, Dr. Burry. Si vous nous offrez votre argent, on ne va pas le refuser. Mon unique souci, c'est que quand l'obligation fait défaut, je veux être bien sûr que vous me paierez en cas d'insolvabilité de votre banque. Pardon, vous êtes sérieux? Vous voulez parier contre l'immobilier et vous craignez qu'on ne vous paye pas? Oui, c'est exact. Dr. Burry, nous pourrions le structurer comme une sorte de décaissement progressif en cas de chute de l'obligation. Mais cela s'appliquerait également à vos paiements si la valeur de l'obligation grimpait. Vous auriez à nous verser une prime mensuelle. Est-ce satisfaisant, Dr. Burry? Oui. J'ai les brochures de 6 titres hypothécaires contre lesquels j'aimerais parier. La majorité des prix sont... Dr. Burry, tout est parfait. Nous sommes disposés à vous vendre pour 5 millions de contrats swap sur ces prêts hypothécaires. On peut partir sur 100 millions? Absolument, on peut partir sur 100 millions. Sur cet extrait du film The Big Short, Michael Burry, qui est interprété ici par Christian Bale, persuade la banque Goldman Sachs de lui vendre des couvertures de défaillance des subprimes qu'il considère comme vulnérables. J'aime bien vos mugs. Je peux en prendre un Oui, pour mon allez-y. fils? Oui. Merci. Même 2. Cette analyse se révèle plus tard être correcte et Burry empoche une somme de malade. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ce même personnage emblématique de Wall Street se positionne à présent sur l'action Alibaba Group en achetant massivement à hauteur de 10% de son portefeuille. Et il faut savoir que Michael Burry n'est pas le genre d'investisseur à jouer la carte du long terme. Il est là pour prendre très gros et très vite. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la courbe noire représente le cours de l'action. La courbe bleue correspond au PER de l'entreprise et la orange désigne les bénéfices par action. Eh bien, on voit clairement que le prix s'échange à un prix bien trop éloigné de ses fondamentaux. Avant, je cherchais à acheter des actions d'entreprises de qualité en promotion sans me préoccuper de l'analyse technique. Alors, l'avantage avec cette approche, c'est qu'on ne se préoccupe aucunement des fluctuations boursières, on achète et on attend des années. Mais l'inconvénient, quand on trade une action à haute volatilité, eh bien, c'est qu'on se positionne un peu trop tôt sur le titre. De ce fait, j'ai investi 6 700 € dans Alibaba Group à un prix moyen de 119 $, alors qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il s'échange à 83 $. Et vu qu'il représente 14% de mon portefeuille, eh bien, ça m'a tout simplement mis en PLS. Et encore, si je n'avais pas fait du dollar cost averaging sur ce titre, c'est-à-dire un achat périodique par somme fixe pour lisser le prix de l'action, eh bien, je serais resté à un bon moins 65%. Entre-temps, je me suis formé à l'analyse technique pour traquer au mieux les renversements de tendance. Je me retrouve dès lors avec 2 techniques de trading qui se contredisent. Donc comme on l'a dit précédemment, d'un côté on a un investissement à somme fixe périodique et d'un autre côté un investissement calibré sur des renversements de tendance du marché. J'ai réussi à séparer ces 2 techniques d'investissement quand j'ai découvert que certaines actions se prêtaient plus à une stratégie qu'une autre. Par exemple, une action comme Johnson & Johnson est une action où on peut clairement faire du DCA, c'est-à-dire investir à une somme fixe tous les mois par exemple. L'action est suivie par des investisseurs au profil bon père de famille qui a une faible volatilité et une bonne croissance boursière depuis 1944.
Cela s'explique en partie par le fait que l'entreprise est extrêmement qualitative et qu'elle verse un dividende en augmentation et sans interruption depuis 32 ans. Il y a très peu de sociétés dans le monde qui soient aussi exemplaires malgré toutes les crises qu'elles aient pu traverser. C'est pourquoi G&G s'inscrit dans la haute classe des entreprises à Dividend King. Seuls les établissements de ce type, qui sont principalement américains, peuvent se vanter d'avoir des piliers aussi stables et un historique de croissance aussi long. A contrario, Alibaba est une entreprise relativement jeune. Elle ne verse pas de dividendes car elle est considérée comme une entreprise à très forte croissance, donc elle est naturellement suivie par des traders spéculatifs. C'est pourquoi je vais suivre une loi qui s'appelle la loi de Pareto. Pour rappel, cette loi affirme qu'environ 80% des résultats qu'on obtient proviennent de 20% de nos actions. Quand je remarquerai un fort signal d'affaiblissement à la hausse sur le marché, je revendrai 80% de mon investissement et je garderai 20% en circulation. Cela me permettra d'être gagnant sur tous les plans. La raison est simple, je préfère privilégier 80% d'exposition en moins sur le long terme, car les performances passées de l'indice de référence chinois n'est pas un exemple en matière d'investissement long terme, contrairement au S&P 500 aux États-Unis. Et enfin, 20% d'exposition sur le long terme, car l'entreprise est aussi exemplaire que ses concurrents américains, mais également parce que la Chine est à un tournant de son histoire d'un point de vue économique. Elle est le premier exportateur mondial et détient un PPA, c'est-à-dire un PIB en parité de pouvoir d'achat, supérieur à celui des Américains. D'ailleurs, LVMH, qui est the best entreprise de luxe française, s'intéresse de très près à ce PPA chinois pour accroître sa croissance future. Donc c'est un titre qu'il faudra surveiller de près pour un futur investissement. Pour en revenir à Alibaba Group, l'action s'effondre depuis près de 2 ans, ce qui pourrait nous amener à penser qu'elle n'a pas fini son chemin vers les profondeurs de l'enfer. Mais si on regarde de plus près, on peut voir que le cours de l'action s'inscrit dans un triangle à plat avec un essoufflement des volumes. On a une rupture du triangle le 13 juin 2023 suivie d'un double bottom qui renforce l'inversion de tendance. Ce dernier décrit une structure en W qui valide le retournement haussier popopo. Laisse-moi glisser le nom de ma ville, frère. On va finir cette vidéo avec une petite note d'ironie. Saviez-vous qu'Alibaba a réussi à destituer la grande fête chinoise des célibataires du 11 novembre avec le Black Friday, qui est à présent le plus grand événement de shopping en ligne du monde. En 2019, celui-ci a dépassé de loin le Black Friday occidental avec 1 milliard de dollars générés sur les plateformes d'Alibaba, et cela en l'espace de seulement 70 secondes. Il faut savoir qu'à ces événements, les prix de certains articles sont soldés à moins 70%. Eh bien, accrochez-vous bien, car le prix de l'action d'Alibaba est soldé à moins 70% à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc tant que vous êtes en dessous des 300 $, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant, je vous dis ciao.